Welcome back to ABC News Live. First, we have breaking news. A New York appeals court has thrown out a $500 million fine in a civil fraud case against President Trump, his family, and his company. The court upheld a lower judge's ruling that found Trump liable of fraud by inflating his wealth to secure better business deals, but called the monetary penalty of more than $515 million excessive. Chief Investigative Correspondent Aaron Katersky is here with more. Dans certains procès, ce n'est pas le montant de la condamnation qui change le cours des choses, mais la manière dont elle rompt avec les normes jusque-là prévisibles. Le 21 décembre, dans une salle d'audience du tribunal d'État de New York, une ordonnance d'exécution a été rendue avec une clarté inhabituelle pour des procédures de cette ampleur. Le juge chargé de l'affaire de fraude civile, impliquant Donald Trump, a non seulement réaffirmé le contenu de la décision précédente, mais a également exigé le paiement immédiat de la somme due. Le montant dépasse les 360 millions de dollars, sans compter les intérêts cumulés pendant la période d'appel. La décision a été communiquée sans détour. Il n'y aurait pas de versement échelonné, de médiation ultérieure ou de délai prolongé. L'espoir de la défense de discuter d'autres modes d'exécution a été anéanti dès les premières minutes de l'audience. Selon les médias qui ont suivi le déroulement de l'affaire, cette décision a surpris même les observateurs habitués au rythme plus lent des litiges civils très complexes. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Il a brusquement reconfiguré le centre de gravité d'un procès qui était suivi par les analystes juridiques et politiques comme un de plus parmi les nombreux auxquels Trump était confronté, même si la sévérité allait croissant. Ce qui était auparavant interprété comme un litige patrimonial en cours d'exécution est devenu, en quelques heures, un nouveau point de pression susceptible de dépasser les limites du domaine financier et d'avoir des effets institutionnels de plus grande envergure. Non seulement en raison du montant en jeu, mais aussi en raison du type de réponse que le système juridique s'est montré disposé à adopter face à la résistance prolongée à se conformer aux décisions judiciaires. L'origine de l'affaire remonte aux enquêtes menées par le procureur général de l'État de New York, sous la direction de Letitia James, qui remettait en question la cohérence des déclarations de valeur patrimoniale présentées par la Trump Organization dans le cadre de multiples transactions bancaires et négociations commerciales. L'argument central était que les documents financiers avaient été manipulés de manière récurrente dans le but de gonfler artificiellement la valeur des propriétés et des actifs. Selon l'accusation, cette pratique aurait procuré des avantages indus en termes de taux d'intérêt, de lignes de crédit et de conditions contractuelles. Tout au long du procès, la défense a soutenu qu'il s'agissait d'estimations variables, courantes dans les grandes entreprises, et qu'il n'y avait ni intention frauduleuse, ni préjudice avéré pour les institutions financières. Cependant, le jugement au fond a rejeté cette ligne d'argumentation et a reconnu un comportement considéré comme frauduleux. La décision a établi non seulement l'obligation de restitution pécuniaire, mais aussi des restrictions directes à l'activité de Trump en tant que dirigeant d'entreprise dans l'État, en plus de limiter son accès au système bancaire new-yorkais. Ces impositions ont été maintenues en appel, même si le montant final à payer a été ajusté. Le point de basculement s'est donc produit lorsque le tribunal a décidé que l'exécution du jugement ne ferait pas l'objet de négociations supplémentaires. L'absence d'ouverture à des accords échelonnés est le signal explicite que toute tentative d'entraver l'exécution de l'ordonnance pourrait entraîner des sanctions plus sévères. Y compris la possibilité d'une peine d'emprisonnement pour non-respect délibéré, ont représenté une initiative rare dans les litiges civils impliquant des personnalités publiques ayant des structures commerciales complexes. En général, ces affaires suivent de longs processus de négociation, d'exécution progressive et de litiges techniques sur les biens et les actifs. La position adoptée aujourd'hui indique une volonté de la part du pouvoir judiciaire d'accélérer l'exécution de ces décisions lorsqu'il y a des indications que le temps est utilisé comme stratégie de résistance, et non comme partie légitime du contradictoire. Pendant ce temps, l'environnement politique se réorganise face à ce nouveau scénario. Même si le procès n'est pas directement lié à un litige électoral, les effets collatéraux de la décision influencent la manière dont l'image de Trump était mobilisée dans les campagnes, les discours et les stratégies de financement. La réputation de solidité financière, constamment évoquée comme symbole de compétence et de force, est désormais mise à mal par une réalité qui exige une liquidité immédiate, sous peine de sanctions allant au-delà de la sphère patrimoniale. À l'approche du calendrier électoral et avec d'autres procédures judiciaires en cours, la capacité à gérer simultanément les fronts juridiques et politiques devient plus difficile à maintenir. Cela reconfigure non seulement le quotidien de la défense, mais aussi la perception publique de ce qui est réellement en jeu.
La chaîne suit de près chaque mouvement institutionnel qui modifie l'équilibre des pouvoirs et remet en question les mécanismes formels de responsabilisation. Pour ceux qui apprécient les analyses fondées sur des faits et le rythme des enquêtes, nous suivre est un moyen de rester informé, sans renoncer à la densité critique. C'est à partir de ce moment que l'affaire nécessite une lecture plus large des rouages institutionnels impliqués. L'exécution immédiate du jugement n'était pas un acte isolé de l'autorité judiciaire, mais plutôt l'aboutissement visible d'une série de décisions prises au fil des mois par différents niveaux du système judiciaire de New York. La convergence entre le procureur général de l'État, les instances d'appel et le tribunal chargé de l'exécution n'est pas le fruit du hasard. Elle exprime, bien que de manière non déclarée, un consensus entre des institutions qui, dans des situations antérieures, ont agi avec plus de prudence et de souplesse à l'égard de personnalités publiques disposant d'un capital politique important. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est la coordination d'un mouvement qui s'appuie sur des précédents juridiques établis, des rapports techniques détaillés et une succession de réitérations formelles de responsabilités civiles. La marge de manœuvre pour remettre en cause les faits s'est réduite à mesure que les décisions ont été confirmées par plusieurs instances. La réduction du montant de l'amende en appel n'a pas modifié la structure centrale de la condamnation. La reconnaissance du comportement frauduleux reste intacte au cœur du jugement, étayée par des documents, des analyses d'experts et des témoignages croisés. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la Cour a décidé d'éliminer toute marge de négociation. Dans les affaires très médiatisées, le fait de maintenir le temps comme moyen de report tend à générer une usure institutionnelle. Plus le non-respect d'une ordonnance légitime était visible, plus le risque d'érosion de la crédibilité des décisions judiciaires est grand. En imposant l'exécution immédiate, le tribunal agit également pour préserver l'autorité du système, en particulier à un moment où la judiciarisation de la politique et la politisation de la justice vont de pair. Ce mouvement peut être interprété comme une tentative de rééquilibrer les attentes quant à ce qui est acceptable en matière de résistance procédurale. Le signal n'est pas seulement destiné à Trump, mais aussi à d'autres accusés de grande importance publique qui utilisent les mécanismes juridiques comme des instruments tactiques prolongés. Sur le plan juridique, l'article 231 du Code des pratiques commerciales de l'État de New York prévoit directement l'exécution immédiate des biens en cas de fraude civile avérée. Il ne s'agit donc pas d'une innovation jurisprudentielle, mais d'une application emphatique de prérogatives déjà existantes. La différence, dans ce cas, réside dans l'intensité et la simultanéité des mesures annoncées. Lorsque le tribunal établit que le non-paiement peut entraîner des mesures de saisie directe des biens et, en dernier ressort, une détention pour désobéissance, il recourt à des instruments qui ne restent généralement qu'une menace implicite. Les rendre opérationnels dans une affaire aussi médiatisée représente un changement qualitatif dans l'attitude du système face à l'insolvabilité judiciaire. La décision se fonde également sur l'historique des recours et des appels dilatoires utilisés tout au long de la procédure. La Cour estime que la souplesse des délais n'a pas été utilisée pour présenter de nouveaux arguments, mais plutôt pour entraver l'exécution et augmenter les coûts institutionnels de l'affaire. Cette interprétation institutionnelle trouve un écho dans d'autres procédures parallèles. Dans les litiges portant sur la confidentialité des documents, l'immunité présidentielle et les pratiques commerciales douteuses. On constate de plus en plus que la tactique de résistance par accumulation épuise la tolérance procédurale. La réponse est désormais guidée par la nécessité de rétablir des limites. Ce changement d'attitude s'observe également dans les déclarations des juges fédéraux et étatiques qui, dans d'autres affaires, appliquent des sanctions plus rapides aux comportements considérés comme abusifs d'un point de vue procédural. La structure judiciaire semble avoir entamé un processus interne de réaffirmation de son autorité, non pas comme une démonstration de force, mais comme une réaction à la perception publique de fragilité face à des personnalités influentes. Il ne s'agit pas d'un alignement politique, mais d'un repositionnement fonctionnel. Cette distinction est essentielle pour comprendre la logique des récents développements. Dans le même temps, le département de la réglementation financière de l'État, chargé de la supervision des pratiques bancaires et commerciales, joue désormais un rôle plus actif dans le suivi des effets collatéraux du jugement. Avec les restrictions imposées à la Trump Organization en termes d'accès au crédit et de direction exécutive, de nouvelles obligations de conformité sont mises en place. À partir du moment où une entreprise est empêchée d'agir sous la direction de son principal dirigeant, le système réglementaire doit vérifier la continuité des opérations sous une nouvelle structure de gouvernance. Cela signifie que parallèlement à la sphère judiciaire,
il y a une mobilisation des mécanismes de contrôle des entreprises qui dépasse le cadre de l'affaire. Le tribunal a établi un ensemble de sanctions qui exigent des réponses coordonnées de la part du système bancaire, des institutions d'audit et des conseils d'administration des entreprises concernées. Il s'agit d'une articulation qui va au-delà du jugement. Sur le plan politique, le Parti démocrate adopte une posture visant à tirer parti de l'épisode dans son discours. Sans recourir à un langage direct, les dirigeants ont cité l'affaire comme exemple de l'importance d'institutions fortes et indépendantes. Du côté républicain, il existe des divisions visibles entre les ailes qui préfèrent le silence stratégique et celles qui dénoncent ce qu'elles appellent une judiciarisation sélective. Aucune de ces réactions ne change toutefois le fait que les décisions sont fondées sur des bases juridiques largement reconnues. Le débat narratif se poursuit, mais la base documentaire du procès impose des limites à sa manipulation. Cette tension entre le fait juridique et l'interprétation politique est l'un des éléments centraux du cycle actuel d'instabilité institutionnelle. Chaque nouvelle décision tend à être absorbée non seulement par son contenu, mais aussi par son potentiel d'instrumentalisation. Pour ceux qui suivent la scène politique et juridique américaine d'un œil critique, il est essentiel de comprendre les mécanismes qui sous-tendent ce type de décision. Il ne s'agit pas seulement d'un cas parmi tant d'autres, c'est un épisode qui, confronté à toute la force des prérogatives juridiques disponibles, redéfinit les normes opérationnelles du système. C'est dans ce type de détails que les limites du pouvoir deviennent visibles. La chaîne reste attentive à chaque instance où les décisions judiciaires ont des répercussions au-delà du procès et touchent la structure fonctionnelle des institutions. Pour ceux qui apprécient ce type de suivi continu et contextualisé, être ici est un moyen de rester concentré sur ce qui importe vraiment. À partir des événements enregistrés et des documents judiciaires déjà rendus publics, un nouveau champ de controverse interprétative se consolide sur ce qui est réellement en jeu en termes institutionnels. Pour une partie importante de la communauté juridique, l'imposition immédiate de la mesure judiciaire dépasse le cadre d'une réponse isolée et annonce une position plus incisive de la part du pouvoir judiciaire face aux pratiques répétées d'obstruction par le biais de recours procéduraux. Ce groupe soutient que, même si le cadre juridique reste inchangé, les tribunaux inaugureraient implicitement une nouvelle phase, marquée par une moindre tolérance à l'égard des stratégies visant à prolonger artificiellement la procédure judiciaire. Il s'agit donc d'une transition de comportement et non nécessairement de normes. A l'inverse, certaines interprétations attribuent cette issue uniquement au caractère exceptionnel de l'affaire. Soutenant que la grande visibilité du défendeur et le symbolisme du procès ont généré une pression institutionnelle qui ne se reproduira probablement pas dans des litiges conventionnels. Ainsi, pour ces analystes, cet épisode ne doit pas être confondu avec un signe de changement structurel, mais compris comme le reflet des circonstances spécifiques qui l'ont entouré. Sur le plan matériel, le débat porte sur la faisabilité de la décision. Il existe une incertitude considérable quant à la possibilité que les actifs liés au conglomérat commercial de Donald Trump soient convertis en liquidités dans le délai fixé par le tribunal. Le portefeuille d'actifs, bien que volumineux et d'une valeur estimée élevée, est principalement composé de biens immobiliers difficiles à liquider immédiatement. La commercialisation de ces biens immobiliers, outre qu'elle dépend de dispositions internes, se heurte à des obstacles commerciaux, à des clauses contractuelles restrictives et, dans de nombreux cas, à des litiges judiciaires parallèles impliquant les mêmes propriétés. Ces couches supplémentaires de complexité juridique empêchent la mobilisation rapide et efficace du patrimoine pour l'exécution du jugement. Selon les experts du secteur, même s'il y avait des acheteurs intéressés, la négociation de biens de cette ampleur exige des délais et des conditions qui ne sont pas compatibles avec l'urgence du calendrier judiciaire. En l'absence d'alternatives externes d'urgence, le risque de mesures coercitives directes augmente considérablement. C'est dans ce contexte que s'élargissent les possibilités juridiques d'action directe de la part de l'État. La liste des instruments prévus comprend, entre autres, le blocage des comptes courants, la saisie d'actifs et l'exécution forcée des biens donnés en garantie dans le cadre d'opérations antérieures. Une mesure supplémentaire qui fait désormais l'objet de discussion est la nomination éventuelle d'un administrateur judiciaire habilité à intervenir dans la gestion de l'entreprise, l'autorisant à prendre des décisions au nom de l'organisation jusqu'au remboursement de la dette. Cette intervention, prévue dans les cas extrêmes de défaillance civile, modifierait considérablement la dynamique du pouvoir au sein de la structure de l'entreprise, transformant le pouvoir judiciaire non seulement en créancier, mais aussi en agent direct de gestion temporaire.
La simple prise en considération de cette hypothèse a déjà un impact symbolique important, car elle indique que l'autorité judiciaire est prête à franchir la frontière du formalisme pour garantir l'efficacité de l'ordonnance rendue. Qu'elle soit mise en œuvre ou non, l'existence de cette alternative renforce le degré de tension institutionnelle qui s'accumule autour de l'affaire. Dans le domaine politique, les effets secondaires sont immédiats, même si la procédure ne concerne pas directement une affaire pénale. La possibilité concrète de mesures punitives en cas de non-respect, y compris la détention en cas de résistance explicite, donne à l'opinion publique l'impression que les développements dépassent le domaine civil. L'image projetée par Donald Trump au fil des ans, fondée sur sa force de commandement, sa domination patrimoniale et sa capacité d'articulation, entre en conflit avec la réalité imposée par un jugement qui menace de déstabiliser sa base matérielle. Ses adversaires politiques exploitent ce contraste comme un signe de désorganisation interne et d'éventuel manque de contrôle sur ses propres actifs. Ses partisans soutiennent quant à eux que ce procès n'est qu'un chapitre supplémentaire d'une persécution institutionnelle prolongée, dans laquelle l'impartialité du système était compromise. Le différend interprétatif transcende donc le contenu juridique de la décision et s'inscrit dans un discours plus large sur la légitimité, le pouvoir et la sélectivité institutionnelle. Un autre point à prendre en considération est l'impact que cet épisode pourrait avoir sur d'autres juridictions. Les tribunaux étatiques et fédéraux, en observant l'issue de cette situation, pourraient se sentir encouragés à adopter des approches similaires lorsqu'ils sont confrontés à des cas de résistance procédurale injustifiée. Cela pourrait entraîner une accélération des procédures et une réduction de la marge de manœuvre pour les manœuvres dilatoires, en particulier dans les procès impliquant des personnalités publiques ou des groupes d'entreprises très en vue. D'autre part, il existe un risque que cette affaire soit utilisée comme argument pour soutenir que le pouvoir judiciaire s'éloigne de sa fonction modératrice pour devenir un instrument de corrélation des forces politiques. Cette ambiguïté sur la nature et les limites de l'action judiciaire reflète la complexité du moment. Alors que l'on attend des institutions qu'elles soient efficaces, on leur demande également un haut degré de neutralité et de retenue. L'avenir de cette affaire reste incertain. Aucune des alternatives envisagées, qu'il s'agisse de la cession volontaire des biens, de l'exécution forcée ou de l'intervention directe, ne peut être écartée à ce stade. Les stratégies adoptées par l'équipe de défense, les décisions ultérieures des tribunaux concernés et les réactions politiques qui s'ensuivront contribueront à façonner les prochaines étapes. La seule constante à l'heure actuelle est l'impact du temps. Chaque jour supplémentaire sans exécution du jugement représente non seulement une augmentation du passif financier, mais aussi un renforcement de l'argument juridique en faveur de mesures plus sévères. L'expérience montre que, dans les situations de forte tension publique, le pouvoir judiciaire est confronté au dilemme de préserver son autorité sans compromettre sa crédibilité. La manière dont cet équilibre sera géré pourra servir de référence pour d'autres litiges de nature similaire. Cette chaîne continue de suivre les développements avec une attention redoublée. L'engagement éditorial reste le même. Offrir au public une analyse rigoureuse, contextualisée et sans simplification, afin que chaque étape de ce processus puisse être comprise dans sa véritable dimension.